Bonjour à tout le monde. L'avant-bras représente le segment du membre supérieur qui est interposé entre la région du coude et la région du poignet. Le squelette de ce segment du membre supérieur, qui est l'avant-bras, est composé de deux os, contrairement au bras qu'on a déjà abordé précédemment, qui est composé d'un seul os, qui est l'humérus. Le squelette de l'avant-bras est formé par deux os qui sont en position anatomique de référence lorsque vous orientez la paume de la main vers l'avant, la pousse vers le dehors, et donc sont le radius latéralement à côté de la pousse et l'ulna médialement à côté du cinquième doigt, l'auriculaire. Donc le radius latéralement à côté de la pousse, en position anatomique de référence, et l'ulna, appelé cubitus, dans la nomenclature ancienne, situé médialement. Radius et l'ulna. Donc, le squelette de l'avant-bras est formé par deux os qui sont en position anatomique de référence, le radius latéralement et l'ulna médianement. Le radius et l'ulna partagent des caractéristiques communes. Chacun est un os long, un os pair, un os asymétrique, comme les os précédemment que j'ai abordés. Et ces deux os, qui constituent le squelette de l'avant-bras, participent par un ensemble d'articulations au niveau de la région du coude et au niveau du poignet. Tout d'abord, au niveau du coude. Au niveau du coude. Comme vous le savez, donc, nous avons déjà abordé dans le cours sur l'humérus, l'extrémité distale de l'humérus s'articule avec les deux os de l'avant-bras, qui sont le radius et l'ulna. Et donc, tout d'abord, le radius s'articule avec l'humérus, donc par sa tête, la tête radiale, donc, qui comporte donc une dépression, une légère dépression au niveau de sa partie supérieure, qu'on appelle la fovea articulaire, et elle s'articule avec le capitulum de l'extrémité distale de l'humérus. C'est ce qu'on appelle l'articulation radio-humérale. Ça, c'est au niveau du coude. Articulation radio-humérale entre le radius et l'humérus. Deuxième articulation, c'est entre l'ulna et l'humérus. C'est l'articulation huméro-ulnaire. Articulation huméro-ulnaire entre la trochlée, au niveau toujours de l'extrémité distale de l'humérus, et l'inciseur trochléaire au niveau de l'extrémité proximale de l'ulna. On y ajoute également l'articulation entre les deux os de l'avant-bras. Ici, l'articulation radio-ulnaire, donc entre le radius et l'ulna, radio, c'est-à-dire radius, ulnaire, ulna, mais cette fois-ci proximal, d'accord? Le radius et l'ulna, les deux os de l'avant-bras, s'articulent deux fois, au niveau du coude et au niveau du poignet. Au niveau du coude, ils forment l'articulation radio-ulnaire proximale. Et près de la région du poignet, ils forment l'articulation radio-ulnaire distale. Donc au niveau du coude, trois articulations principales qui sont situées dans la même capsule articulaire. L'articulation radio-humérale entre le radius, donc l'os latéral de l'avant-bras en position anatomique de référence, entre lui et l'humérus, l'articulation huméro-ulnaire entre l'humérus et l'ulna, et l'articulation entre les deux os de l'avant-bras, qui sont le radius et l'ulna, l'articulation radio-ulnaire proximale. Au niveau du poignet, les deux os de l'avant-bras également, donc auprès de la région du poignet, s'articulent. Donc, poignet. Les deux os de l'avant-bras, près de cette région, s'articulent, formant l'articulation radio-ulnaire distale. D'accord? Parce qu'elle est plus loin. L'articulation radio-ulnaire distale, qui est située formée par l'incisure ulnaire du radius au niveau de l'extrémité distale du radius et la tête ulnaire, donc entre les extrémités distales des deux os. Donc, articulation radio-ulnaire proximale entre les extrémités proximales des deux os au niveau de la région du coude et l'articulation radio-ulnaire distale près de la région du poignet. Également, l'articulation principale de cette région, donc, au niveau du poignet, c'est l'articulation radiocarpienne. D'accord? Radiocarpienne. Cette articulation s'effectue entre l'extrémité distale du radius, donc entre le radius, et deux os qui font partie du carpe. Donc, le carpe sont au nombre de 8 os, ils font partie du squelette de la main. Ça, on va l'aborder dans le cours sur le squelette de la main. Ce qu'il faut savoir, c'est que le radius, au niveau donc, de la région du poignet, par son extrémité distale, s'articule avec deux os du carpe, qui sont le scaphoïde et le linatum. Donc, formant l'articulation radio, c'est-à-dire radius, carpienne, c'est-à-dire carpe.
des carpes qui donc font partie des os qui forment le squelette de la main. Également, on y ajoute une articulation qui est donc entre l'ulna et les carpes. Donc, ce n'est pas une articulation directe. Donc, l'ulna ne s'articule pas directement avec les os du carpe, mais il existe un ligament donc, triangulaire qui s'interpose entre lui et les os du carpe. Donc, radius et ulna, deux os qui constituent le squelette de l'avant-bras, qui sont des os longs, des os pairs, des os asymétriques, et qui participent par un ensemble d'articulations au niveau du coude et au niveau du poignet. Pour mieux étudier ces deux os, on admet donc une même vie, mais en deux situations différentes, en pronation et en supination, pour mieux voir donc ces deux os. Mais avant donc d'aborder les dessins, j'aimerais donc souligner sur ces deux mots, c'est-à-dire la supination. On va l'écrire ici en bas, donc pour livrer de place. Supination, d'accord, et pronation. Alors, ces deux mouvements. Ces deux mouvements, donc souvent on les combine, hein, on combine souvent les deux termes, mouvement de pronosupination, donc pronosupination. Ces deux mouvements de supination et de pronation sont des mouvements de rotation de l'avant-bras. Et à ce qui concerne tout d'abord la supination, c'est la rotation de l'avant-bras qui amène la paume de la main vers l'avant et la pousse vers le dehors lorsque le coude est en extension, ou la paume de la main vers le haut, la pousse vers le dehors si le coude est en flexion. Ça dépend de la situation du coude. Et pour mieux mémoriser ces termes, donc, vous pouvez par exemple vous rappeler du terme soupe, hein, d'accord? Si vous par exemple tenez un bol de soupe, si vous tenez un bol de soupe, donc le coude est en flexion, la paume de la main elle garde vers le haut, et donc l'avant-bras est en supination. Supination, et à cette situation, les deux os de l'avant-bras sont parallèles. Le radius et l'ulna, en situation de supination, sont parallèles. Donc supination, mouvement de rotation qui donc, ramène la paume de la main vers l'avant, vers la pose vers le dehors si le coude est en extension, ou vers le haut si le coude est en flexion. Et à cette situation, les deux os de l'avant-bras sont parallèles. Le radius et l'ulna sont parallèles. En cas de pronation, c'est la situation inverse. C'est donc le rotation ou le mouvement de rotation de l'avant-bras qui amène donc la paume de la main vers l'arrière, la pousse vers le dehors si le coude est en extension, ou la paume de la main vers le bas, la pousse vers le dedans si le coude est en flexion, si le coude est fléchi. Et c'est par exemple lorsque vous voulez prendre quelque chose, donc prenez votre téléphone, ou même de poser par exemple la craie sur le table, hein, poser un téléphone portable sur le table, hein, d'accord. Donc lorsque vous posez quelque chose, il montre un téléphone sur le table, donc la paume de la main regarde vers le bas, et donc le coude est donc, supposons en extension, en flexion. Et à cette situation donc, de pronation, les deux os de l'avant-bras sont croisés, d'accord. Et en particulier, le radius, qui est là, donc, le radius, croise en avant l'ulna pendant la pronation. Donc, sur deux vues, donc, en deux situations différentes, tout d'abord en supination de l'avant-bras droit, orienté crânialement et médianement, de l'avant-bras droit. Tout d'abord, le radius. En situation de supination, donc ici en position anatomique de référence, le radius est latéral, d'accord. Donc le radius, c'est un os long, pair, asymétrique, qui donc, comme tous les os longs, il comporte des extrémités, deux épiphyses et un corps. L'extrémité proximale, extrémité distale et un corps. L'extrémité proximale, qui s'articule avec l'humérus au niveau des coudes, paraît moins importante, d'accord, petite par rapport à l'extrémité distale, qui s'articule au niveau de la région du poignet avec les os des carpes, formant l'articulation radiocarpine. Cette extrémité distale paraît plus développée, plus importante. D'abord, l'extrémité proximale, elle est caractérisée tout d'abord par, souligner aussi en quelque sorte, donc tout d'abord la tête radiale, d'accord, la tête radiale. Cette tête est caractérisée par une fossette qu'on appelle la fovea articulaire qui reçoit le capitulum de l'humérus et une circonférence radiale qui s'articule avec l'incisure radiale de l'ulna. Tout d'abord, la tête, voilà, ici, la tête radiale,
Ici, c'est une vue antérieure. Ce qui est visible, c'est essentiellement la circonférence radiale, hein, qui s'articule avec l'incisure radiale de l'ulna au niveau de la face latérale de l'extrémité proximale de l'ulna. Circonférence radiale est surmontée au-dessus ici par la fovea articulaire. Donc, supposons qu'il est là. Donc, reçoit le capitulum de l'humérus, tête radiale. Donc, tête radiale, il comprend deux parties. Fovea articulaire, qui reçoit le capitulum de l'humérus, et circonférence radiale, qui donc reçoit l'incisure radiale de l'humain. Tête radiale. Sous le tête radiale se trouve une zone rétrécie qu'on appelle le col du radius, d'accord? Le col radial. Et dernier élément, au niveau de l'extrémité proximale, c'est une tubérosité, d'accord? Qui se trouve médialement et légèrement orientée vers l'avant, c'est vue antérieure en supination, c'est ce qu'on appelle la tubérosité radiale, d'accord? Tête radiale, col, et tubérosité radiale. La tubérosité radiale, c'est un relief rigueux, en quelque sorte, et qui sert comme zone de terminaison du muscle biceps brachial. Donc, le muscle biceps brachial, le biceps brachial, qui est un muscle de la loge antérieure du bras et qui est composé par deux chefs, un chef long qui prend son origine au niveau du tubercule supraglénoïdal au-dessus de la cavité glénoïdale et un chef court au niveau de l'apophyse coracoïde. Ces deux chefs se réunissent au niveau du bras et se terminent par un tendon commun au niveau de la tubérosité radiale de l'extrémité proximale du radius. Et donc lorsque ce muscle se contracte, il est fléchisseur, hein, donc il rapproche l'avant-bras du bras. Fléchisseur de l'avant-bras, mais également fonction supinateur lorsque le coude est en flexion. Fléchisseur et supinateur. Extrémité proximale marquée par la tête radiale, le col, la tubérosité radiale qui sert comme zone de terminaison du muscle biceps brachial. Extrémité proximale. Deuxième partie, c'est le corps, donc le corps du radius. Le corps du radius n'est pas parfaitement droit, d'accord? Et c'est important pour les mouvements de pronosupination, c'est-à-dire les mouvements de rotation de l'avant-bras. Et c'est pendant ces mouvements de rotation de l'avant-bras que le radius, c'est le seul os qui est mobile pendant ces mouvements. L'ulna est pratiquement pas immobile, donc est pratiquement fixe pendant les mouvements de pronosupination. Et donc le radius, c'est le seul os qui est mobile pendant ces mouvements de pronosupination. Et donc, pour un bon mouvement de pronosupination, le corps donc, de l'os, donc du radius, va présenter des courbures qu'on appelle des courbures pronatrices et des courbures supinatrices qui sont importantes pour ces mouvements de pronosupination. Supposons que par exemple le radius était parfaitement rectiligne ou parfaitement droit, la pronosupination ne peut pas s'effectuer de façon normale, elle devient assez difficile, d'accord? Ou se bloque mécaniquement. Et donc, ces courbures, les courbures pronatrices et courbures supinatrices au niveau de cet os sont importantes pour la réalisation des mouvements de pronosupination. Au niveau donc, de la partie supérieure du radius se trouve une courbure qu'on appelle la courbure pronatrice, la courbure ici supinatrice, et sous la tubérosité radiale, donc au niveau de la partie moyenne et inférieure de cet os, se trouve une autre courbure qu'on appelle la courbure pronatrice. Ces courbures sont importantes pour les mouvements de pronosupination. Voilà donc le corps du radius. Ici, l'extrémité distale, qui paraît plus importante, plus développée par rapport à l'extrémité proximale. Et vous aurez ici donc la courbure pronatrice de cet os. Donc deux courbures qui sont présentes, d'accord, au niveau de cet os. Courbure pronatrice et courbure supinatrice. Ces courbures sont importantes pour les mouvements de pronosupination. Si c'était par exemple parfaitement droit, comme ça, si c'était l'os par exemple comme ça, avec une extrémité proximale à l'extrémité distale, si c'était par exemple de cette manière, donc les deux courbures sont parallèles en quelque sorte, ou si c'était par exemple parfaitement droit, parfaitement rectiligne, les mouvements de pronosupination ne peuvent pas s'effectuer de façon normale. D'accord? Diaphuse, donc marqué par la présence des courbures pronatrices,
courbure supinatrice. Et au niveau du corps, notamment on a, c'est une vue antérieure, partant de sous donc la tubérosité radiale, de bord antérieur. Donc, le bord antérieur, en fait, part sous la tubérosité radiale pour donc atteindre donc, le côté latéral et c'est terminé tout le long de l'extrémité distale. Donc, extrémité proximale, corps, marqué donc par trois bords, un bord antérieur, d'accord, un bord antérieur qui part dans la partie inférieure de la tubérosité radiale, qui donc descend obliquement pour être un peu latéral, mais reste toujours dénominé antérieur. Un bord qui est orienté vers l'os, d'autres os qui s'articulent avec lui, c'est l'ulna, et un autre bord qui n'est pas visible ici, cette vue antérieure, c'est ce qu'on appelle le bord postérieur, donc trois bords. Le bord qui est orienté vers l'ulna, le bord ici qui est médial, d'accord, c'est là, s'appelle le bord interosseux. C'est important. Bord interosseux. Chaque os, quel que soit l'ulna ou le radius, possède deux bords interosseux. Chacun possède un bord, pardon. Le radius possède un bord interosseux. Également, l'ulna possède un bord interosseux qui est latéral par rapport à cet os, d'accord. Corps qui est triangulaire, avec extrémité distale qui est là, qui est marquée, donc qui est très importante, donc très volumineuse, et cette extrémité, sur cette vue antérieure, est marquée dans sa partie inférieure par la présence des facettes articulaires, ici, destinées donc, à recevoir deux odycarpes, qui sont le scaphoïde latéralement et le unilatéralement. Donc il s'articule avec les odycarpes par son extrémité distale, formant l'articulation radiocarpienne, qui est là. Donc radiocarpienne, articulation entre l'extrémité distale du radius et les odycarpes. Mais également, au niveau de cette même extrémité, se trouve un relief saillant qui est palpable à la base, donc face latérale du poignet. C'est ce qu'on appelle le processus styloïde radial. Donc radial parce qu'il fait partie du radius. Processus styloïde radial. Processus styloïde radial au niveau de l'extrémité distale, dans la partie latérale de l'extrémité distale du radius, et qui est palpable dans la face latérale du poignet. Il est là. Dans la face médiale de cette extrémité se trouve une incisure, d'accord, une scissure, et cette incisure s'appelle l'incisure ulnaire du radius, incisure ulnaire du radius. Donc l'incisure est du radius, donc elle fait partie du radius. Mais pourquoi on appelle ulnaire? Parce que la tête ulnaire, au niveau de son extrémité distale, s'articule avec cette incisure. D'accord, formant donc l'articulation radio-ulnaire distale, l'articulation radio-ulnaire distale, et entre l'incisure ulnaire du radius et la tête, ulnaire au niveau de son extrémité distale. Radius, donc, os long, possédant deux extrémités, une extrémité qui est moins importante, moins développée, c'est donc comportant la tête radiale qui s'articule avec le capitulum de l'humérus et l'incisure trochléaire, radiale de l'ulna, et une extrémité distale plus importante, plus développée, qui s'articule avec les deux odycarpes et avec la tête ulnaire au niveau de son extrémité distale. Radius. Deuxième os, c'est l'ulna. Donc l'ulna est situé médialement, donc en supination, et latéralement, il s'articule avec, on a dit, avec la circonférence radiale qui entoure donc la tête radiale. Donc, au niveau de la tête radiale, donc c'est une forme de circonférence, et cette circonférence, s'articule avec une incisure au niveau de la face latérale de cet os qui est l'ulna. C'est ce qu'on appelle l'incisure radiale de l'ulna. Donc chaque os possède une incisure. Donc, au niveau du radius, dans son extrémité distale, se trouve l'incisure ulnaire du radius, parce qu'elle fait partie du radius. Au niveau de l'ulna, se trouve l'incisure radiale, d'accord, radiale de l'ulna. L'incisure est de l'ulna parce qu'elle fait partie de cet os. Incisure radiale de l'ulna. Ici.
incisure radiale de l'ulna. D'accord? Ici, incisure ulnaire du radius. Donc, si on a inversé, d'accord? L'incisure ulnaire du radius, l'incisure radiale de l'ulna. Donc, l'incisure radiale de l'ulna s'articule avec la circonférence radiale de la tête radiale, formant l'articulation radio-ulnaire proximale. D'accord? Donc, retenez bien, au niveau, donc, entre les deux os de l'avant-bras, il existe deux articulations radio-ulnaires. Articulation radio-ulnaire proximale entre la circonférence de la tête radiale et l'incisure radiale de l'ulna, et une articulation radio-ulnaire distale près de la région du poignet entre l'incisure ulnaire du radius et la tête ulnaire de l'extrémité proximale. Donc l'ulna, marqué par l'incisure radiale de l'ulna, donc le tubercule, ou processus coronoïde, au niveau de son extrémité proximale. Et ce qui est important au niveau de cette extrémité, c'est la présence d'une facette articulaire concave qui s'articule avec la trochlée. C'est ce qu'on appelle, excusez-moi, c'est la tubérosité radiale, hein, donc ce qu'on a ici. Cette facette articulaire s'appelle l'incisure trochléaire de l'ulna. L'incisure trochléaire de l'ulna. Cette incisure trochléaire s'articule avec la trochlée humérale, la trochlée au niveau de l'extrémité distale de l'humérus. Ici, donc on a dit dans la vidéo précédente, pour voir l'incisure trochléaire de l'ulna, il suffit seulement d'enlever l'humérus, donc pour voir cette facette articulaire. Avec ici, incisure trochléaire de l'ulna, qui s'articule donc avec la trochlée humérale. Donc cette incisure est située entre le tubercule coronoïde, qui se trouve dans la fosse coronoïdienne de l'extrémité distale de l'humérus lorsque le coude est en flexion, et donc il est situé entre ces deux processus, donc entre le processus coronoïde en avant et l'odécrâne, qui est situé ici en arrière, en haut et en arrière de cette incisure trochléaire. L'odécrâne rentre dans la fosse olécrânienne au niveau de la face postérieure de l'extrémité distale lorsque le coude est en extension. L'extrémité proximale est marquée également enfin par la tubérosité ulnaire, qui est site de terminaison du muscle brachial et situé sous le tubercule coronoïde. Le corps, donc ici le corps de l'ulna, le corps de l'ulna, d'accord, qui est marqué ici, et qui est également triangulaire à la coupe, ça on va la mettre ici, donc, dans cette vue antérieure en supination. Voilà donc l'extrémité distale, le corps, et l'extrémité proximale, pardon, le corps et l'extrémité distale qui est marquée ici. Cette extrémité est moins importante par rapport à l'extrémité proximale qui paraît plus développée. Et cette extrémité distale possède donc deux parties, ce qu'on appelle la tête ulnaire, qui s'articule donc avec l'incisure ulnaire du radius, formant l'articulation radio-ulnaire distale, et qui s'articule indirectement avec les odycarpes, donc par le biais du ligament triangulaire. On va le voir. Et ce qui est important de savoir, c'est la présence d'un processus donc, qui est médialement et légèrement décalé vers l'arrière, donc en postéromédial. C'est ce qu'on appelle le processus styloïde. Donc on a deux processus styloïdes. Processus styloïde radial au niveau de l'extrémité distale du radius et processus styloïde ulnaire, donc processus styloïde ulnaire au niveau de l'extrémité distale de l'ulna. Et donc, à noter que le processus styloïde radial descend plus bas, donc légèrement plus bas que le processus styloïde ulnaire. Rappelons toujours que chaque os possède deux bords, bord interosseux, donc voilà le bord interosseux de l'ulna, bord interosseux du radius, et tendu entre ces deux bords interosseux se trouve donc
la membrane interosseuse, donc tendue entre les deux bords interosseux. Cette membrane interosseuse est une lame fibreuse assez dense qui maintient les deux os solidaires et qui, certaines références, elles permettent donc la transmission d'une partie de la force d'un os à l'autre, donc du radius à l'ulna. Et cette membrane, la membrane interosseuse, est percée par des trous, des foramen, tels que l'on trouve dans sa partie donc, inférieure, ici par exemple, s'il y a un trou, hein. Et ces trous en particulier livrent passage à des structures vasculaires, hein. Donc ça, on va le voir dans le cours sur la vascularisation du membre supérieur. Trouvez qu'il existe des vaisseaux qui perforent ou qui donc traversent la membrane interosseuse à travers ces trous qui se trouvent au niveau de cette membrane interosseuse. Membrane interosseuse. Donc membrane interosseuse, membrane dense, donc membrane fibreuse, qui est tendue entre les deux bords interosseux des deux os de l'avant-bras, de radius et de l'ulna. Si par exemple on fait une coupe transversale passant par l'ensemble, donc ces niveaux, cette coupe transversale sera toujours orientée vers l'avant et latéralement. Vous reconnaissez toujours l'aspect triangulaire des corps de chaque os. Tout d'abord latéralement le radius avec son aspect triangulaire, donc bord antérieur, bord latéral et bord interosseux. Même chose pour l'ulna, avec les angles sont moins saillantes par rapport au radius. Voilà la cavité médulaire de chaque os. Donc, chaque os possède une cavité médulaire, ce sont des os longs. Et donc, le diaphyse s'inscrit dans la forme triangulaire avec trois bords. Un bord antérieur qui est là, bord postérieur, bord interosseux pour le radius. Pour l'ulna, même chose, bord antérieur, bord postérieur, bord interosseux. Et trois faces, comme toujours, face antérieure, face latérale, face postérieure. Face antérieure, face latérale, face postérieure. Et tendue entre les deux bords interosseux, la membrane interosseuse, voilà la membrane interosseuse qui est là, donc, qui est tendue entre les deux bords interosseux. En supination, donc c'est une vue antérieure de l'avant-bras en pronation, toujours la même orientation, crânialement et donc médialement. Pendant la pronation, l'avant-bras rote, donc il tourne, d'accord? Il tourne autour de l'ulna. L'ulna est pratiquement fixe pendant la pronosupination, donc pendant les mouvements de rotation. C'est le seul os qui est mobile pendant ces mouvements, c'est le radius. Le radius, pendant la pronation, va donc tourner dans ce sens, autour de l'ulna. Donc on représente tout d'abord l'ulna avec l'incisure donc radiale du radius, le processus coronoïde, l'incisure trochléaire de l'ulna, d'accord? Excusez-moi, on peut ici de façon plus efficace. D'abord, l'incisure trochléaire de l'ulna, le processus coronoïde, l'olécrâne, ici l'incisure trochléaire de l'ulna, d'accord, qui est destiné à recevoir la trochlée humérale au niveau de l'extrémité distale, et toujours donc l'incisure trochléaire de l'ulna, tapissée par du cartilage articulaire. La tubérosité ulnaire, comme toujours, et voilà le corps de l'os, puis l'extrémité distale, marquée par la tête, et en postéromédial, le processus styloïde ulnaire. Toujours du cartilage articulaire, et même chose pour le processus styloïde ulnaire. Alors, pendant la pronation, le radius pivote autour de l'ulna. D'abord, la tête radiale, on va la représenter ici, la circonférence radiale, d'accord? Le col du radius,
la tubérosité radiale qui est cette fois-ci visible, donc est médialement et légèrement vers l'avant, après une pronation. Le radius va tourner donc autour de l'ulna et donc ce qui devient visible, c'est sa face postérieure, le bord postérieur et également la face latérale. Et donc la tubérosité doit tourner vers le dehors. Donc il va croiser l'ulna vers l'avant, on va donc le croiser vers l'avant. Voilà la diaphyse de cet os. Et voilà l'extrémité distale qui est plus importante par rapport à l'extrémité proximale. Voilà. Ici, la tête, le col, la tubérosité radiale. Ici, la tête s'articule avec l'incisure ulnaire, l'incisure radiale de l'ulna, donc avec la tête radiale qui est présente ici, le col, la tubérosité, le corps, avec les deux corbées, la corbée supinatrice, la corbée pronatrice, marquée ici, et au niveau de l'extrémité distale en particulier, sur cette vue, en pronation, se trouve un tubercule au niveau de l'extrémité distale du radius à la face postérieure. Pourquoi? Parce qu'en pronation, cet tubercule est visible. En pronation, la face postérieure du diaphyse, donc de l'os, du diaphyse et également de l'extrémité distale du radius sont visibles en pronation. C'est comme lorsque vous voyez donc le radius en arrière. C'est ce qu'on appelle le tubercule dorsal, au niveau de la face postérieure de l'extrémité distale du radius, tubercule dorsal de Lister, on dit, donc tubercule dorsal de Lister. Et ce tubercule dorsal, donc limité de chaque côté par des sillons, des tendons, des muscles extenseurs, puisque, comme vous le savez, les muscles extenseurs se trouvent donc au niveau du dos de l'avant-bras, et qui sont impliqués dans l'extension des doigts et l'extension du poignet, d'accord? Et donc, leurs tendons passent en arrière. Ces muscles, donc, de façon générale, ces muscles passent en arrière de l'extrémité distale, donc ils constituent des rapports importants de cet os. Donc, vous reconnaissez toujours le bord antérieur, le bord postérieur, donc il est visible, la face postérieure, donc bord antérieur, face latérale, bord postérieur, face postérieure, et voilà le bord interosseux. Donc, le bord interosseux également visible en pronation. Et on peut mettre ici en place la membrane interosseuse qui est tendue toujours entre donc les deux bords interosseux des deux os. Voilà, donc, membrane interosseuse. Avec ces trous, donc, qui livrent au passage à des structures vasculaires, en particulier des artères interosseuses. On va le voir dans le cours sur la vascularisation du membre supérieur. Et voilà, ici, cet espace entre les deux os, près de leur extrémité proximale. Membrane interosseuse. Donc, radius et l'ulna, deux os qui constituent le squelette de l'avant-bras, et deux vues sur deux situations différentes vont nous permettre donc de détailler en particulier les aspects, donc pour mieux décrire ces deux os, donc en supination puis en pronation. Donc en pronation, vous remarquez clairement que le radius croît en avant l'ulna, d'accord? En pronation, le radius est situé en avant, il croît en avant cet os. Au niveau donc de l'extrémité distale du radius, en particulier, comme vous le savez, on a dit que le radius s'articule avec les deux os des carpes, qui sont le scaphoïde et le minator, donc il s'articule avec le carpe, formant la principale articulation au niveau du poignet. C'est l'articulation radiocarpienne. Elle est située entre l'extrémité distale du radius
et les deux ordicarpes qui sont le scaphoïde et l'ulnatum. Donc, supposons que ça c'est une vie donc antérieure, orientée crânialement et médialement, d'accord? Lorsque vous voyez donc les deux extrémités de cette manière, d'accord? Supposons qu'il y a un observateur qui voit cette extrémité à ces niveaux. Et donc, on peut mettre ici en place le processus styloïde radial, surmonté par la crête suprastyloïde, selon certaines descriptions. La facette articulaire concave destinée à recevoir le scaphoïde, l'autre destinée à recevoir le lunatum, le bord médial de l'extrémité distale marqué par l'incisure ulnaire du radius. Et voilà, donc le bord interosseux. On peut mettre ici en place la membrane interosseuse. L'ulna va s'articuler par son extrémité distale avec l'incisure donc ulnaire du radius par la tête ulnaire. Voilà le processus styloïde radial, le processus styloïde ulnaire, la tête ulnaire, donc au niveau de l'extrémité distale de l'ulna. Donc retenez toujours que la tête radiale se trouve au niveau de l'extrémité proximale du radius. La tête ulnaire se trouve au niveau de l'extrémité distale de l'ulna. Donc c'est un peu inversé. D'accord? Donc voilà l'articulation radio-ulnaire distale entre l'incisure ulnaire du radius et la tête ulnaire au niveau de son extrémité distale. Au niveau de l'extrémité distale du radius se trouvent, comme on a dit, deux facettes articulaires concaves destinées à recevoir respectivement deux ordicarpes qui sont le scaphoïde, donc toujours au niveau du rangé proximal du carpe, scaphoïde et lunatum en forme de lune. Et ces deux os s'articulent au niveau de ces deux facettes articulaires concaves avec le radius, formant l'articulation radiocarpienne. L'articulation radiocarpienne, qui est la principale articulation au niveau donc au niveau du poignet. Toujours tapissé par du cartilage hyaline, comme toujours on le fait. Voilà, donc ce qui concerne les applications cliniques, c'est principalement les fractures du col du radius. Donc si par exemple on trouve une fracture au niveau de cette région, ça entraîne une lésion du nerf radial. Le nerf radial, comme on a dit, c'est un nerf mixte, sensitif et moteur. Moteur pour le principal muscle extenseur au niveau des membres supérieurs, c'est le principal muscle extenseur, d'accord? Il énerve même le muscle triceps brachial à la face postérieure du bras. Ce nerf, après avoir quitté le bras, après avoir cheminé dans le sillon du nerf radial à la face postérieure du diaphyse huméral, il passe en arrière du col, donc du radius. Donc, on peut le présenter ici en pointillé. Et donc, en cas de fracture du col du radius à ce niveau, ça peut entraîner une lésion du nerf radial, donc ce qui entraîne toujours, comme on a déjà vu dans le cours de numérisme, une main en col d'Essine, donc dans la nomenclature ou la dénomination sémiologique ancienne, ou main tombante, d'accord? Donc, main tombante. Main tombante, main en col de cygne. Main tombante, c'est-à-dire que le patient ne peut pas étendre ses doigts et son poignet. Ses doigts et ses poignets sont ronds comme ça, d'accord? Difficulté d'étendre ces deux. En cas de fracture du corps, soit du radis, soit de l'ulna, ça compromet la pronosupination, d'accord? Donc la pronosupination, en cas de fracture des corps, soit de diaphyse, donc soit du radius, soit de l'ulna, ça compromet la pronosupination. Compromet la pronosupination. La pronosupination ne peut pas s'effectuer de façon correcte. Pourquoi? Parce que pour le radius en particulier, ça entraîne une perte des courbures anatomiques. Donc les courbures qui sont les courbures supinatrices au niveau de la partie proximale supérieure de cet os et les courbures pronatrices au niveau de la partie moyenne et inférieure de cet os. Donc ces deux courbures pronatrices et supinatrices sont des courbures anatomiques également physiologiques pour la fonction de rotation de l'ulna autour de radius autour de l'ulna pendant les mouvements de pronosupination. Et donc, en cas de fracture de cette diaphyse, ça compromet la pronosupination. La pronosupination ne peut pas s'effectuer de façon normale. En cas de fracture du diaphyse, de l'extrémité distale du radius, ça entraîne en fait des signes qu'on appelle des signes de Logier, qui sont caractérisés par un aspect de frochette de la main et également
une égalisation de la ligne bistyloïdienne. La ligne bistyloïdienne qui est présentée ici, voilà la ligne bistyloïdienne qui est entre donc le processus stéloïde ulnaire et le processus stéloïde radial. Cette ligne bistyloïdienne est normalement oblique, en bas et vers le dehors, et en cas de fracture de l'extrémité distale du radius, donc des parties osseuses peuvent s'assent et ça entraîne une égalisation, c'est-à-dire que les deux processus stéloïdes se trouvent sur le même niveau. On appelle égalisation de la ligne bistyloïdienne entre les deux processus stéloïdes ulnaire et radial. Normalement, le processus stéloïde radial descend légèrement plus bas que le processus stéloïde ulnaire. Et en cas de fracture de ce diaphragme, ça entraîne une égalisation de ces deux termes. En ce qui concerne l'ulna, c'est principalement au niveau de son extrémité proximale. Extrémité proximale. Vous savez, l'olécrâne. L'olécrâne qui est palpable dans la face postérieure du coude. Et au niveau de la région du coude, en fait, se trouvent trois repères palpables, trois points, qui sont respectivement les deux épicondyles qui font partie de l'humérus, principalement de l'extrémité distale de l'humérus, l'épicondyle médial, l'épicondyle latéral. Et un élément, un point, fait partie de l'extrémité proximale de l'ulna. C'est l'olécrâne. Donc trois points ou trois repères palpables au niveau du coude. L'épicondyle médial, l'épicondyle latéral et l'olécrâne. Ces trois repères palpables, selon la situation du coude, lorsqu'il est en flexion ou en extension, constituent des figures géométriques. Donc, en particulier, si le coude est en extension, les trois repères, c'est-à-dire l'épicondyle médial, l'épicondyle latéral et l'olécrâne au centre, se trouvent sur une ligne, donc se trouvent alignés, d'accord? Trois points alignés. D'accord? Donc, supposons que ça c'est l'olécrâne. L'extrémité distale, donc c'est une vie donc postérieure de l'extrémité distale. Voilà l'écran dans la fosse olécrânienne en cas d'extension. Et donc voilà l'extrémité, ce qu'on appelle l'épicondyle latéral, donc c'est schéma orienté donc crâniennement et latéralement. Donc voilà l'olécrâne, voilà l'épicondyle médial et voilà l'épicondyle latéral. Donc en cas d'extension, ces trois points donc constituent une ligne qu'on appelle la ligne de Malgen. Et dans certains cas, lorsque l'olécrâne est fracturé, ça entraîne une perte de cette ligne. Pourquoi? Parce que si par exemple le sujet veut faire une extension, le muscle triceps brachial, qui est le muscle au niveau de la loge postérieure du bras, se termine au niveau de l'olécrâne. Et donc lorsque se contracte, il va tirer l'olécrâne vers lui en cas d'extension du coude, et donc ça entraîne une perte de la ligne de Malgen. Une ligne de Malgen, donc c'est une ligne imaginaire formée par donc ces trois repères palpables. En cas de flexion du coude, en particulier lorsque le coude est fléchi à 90 degrés, ces trois repères palpables constituent donc un triangle isocèle, en quelque sorte. Donc supposons que ça c'est l'olécrâne, d'accord? Ça c'est l'épicondyle médial et ça c'est l'épicondyle latéral. Donc ça constitue en quelque sorte un triangle isocèle, d'accord? Ce triangle isocèle s'appelle le triangle de Nélaton, triangle de Nélaton, pardon, Nélaton. Et ce triangle, en cas de fracture de l'olécrâne de l'ulna, qui est ici, ça entraîne donc une perte de ce triangle. Donc ces repères, ligne de Malgen et triangle de Nélaton, sont des repères importants pour l'examination clinique. Voilà donc le cours sur l'avant-bras. Le cours prochain sera consacré à l'étude du squelette de la main. Je vous remercie de votre attention.